Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés en Europe et un CAC 40 notamment qui tiennent le rebond accumulé depuis plusieurs semaines maintenant. On a vu un CAC 40 revenir jusqu'à 6450 points et plus, notamment à l'occasion de l'accélération haussière qu'on a pu constater encore vendredi, sur la seule séance de vendredi. C'est désormais un rebond d'environ 10% pour les indices européens dans leur ensemble depuis les points bas qui ont été marqués fin septembre, avec de nettes surperformances pour certains secteurs. Le secteur bancaire a repris 20% au mois d'octobre en Europe, et puis quelques grandes valeurs industrielles type Airbus ou encore Safran ont largement surperformé également la performance des indices européens au cours de cette période. L'Europe qui continue sur cette période en tout cas de surperformer les marchés actions américains, avec notamment le poids des GAFAM qui pénalise aujourd'hui la partie américaine. Nous en parlerons bien sûr comme chaque lundi dans le plan de trading de Smart Bourse, et c'est Alexandre Baradez qui nous accompagnera dans un instant, chef analyste chez IG. Et puis une semaine importante évidemment pour les États-Unis, avec du côté politique les élections de mi-mandat évidemment. Les votes ont déjà commencé depuis quelques jours et quelques semaines maintenant aux États-Unis, mais le jour de vote, ce sera demain avec les résultats attendus. Et puis sur le plan macroéconomique, après les chiffres de l'emploi en fin de semaine dernière, après la dernière communication de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière également, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle marque d'inflation pour le mois d'octobre qui sera publiée cette semaine aux États-Unis. On attend encore une tension assez forte de l'inflation sous-jacente aux États-Unis qui pourrait rester autour de 6,5% de progression sur un an. C'est en tout cas à peu près le consensus des économistes pour cette marque d'inflation américaine pour le mois d'octobre. Et le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG qui nous accompagnent cette saison. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. L'air est un peu plus respirable désormais sur les marchés depuis quelques semaines. Alors c'est pas encore, on va dire, l'enivrement des cimes. On reste autour de 6400, 6450 points pour le CAC 40. Ouais. Mais on constate qu'il se passe quelque chose séance après séance. Oui, il se passe quelque chose. Il y a eu deux boosters en fait. D'abord, une série de mauvais chiffres finalement américains, des années d'activité qui se contractent aussi aux États-Unis, qui sont contractés partout d'ailleurs. PMI composite sous les 50 en Chine, en Europe et aux États-Unis. Et ça, les marchés ont bien aimé parce que forcément, ils cogitent par rapport à la Fed, au discours qui pourrait évoluer, même si Jérôme Powell a eu des propos plus équilibrés la semaine dernière, mais en rappelant toujours qu'il y a un objectif, mandat des prix, stabilité des prix qu'il fallait tenir. Mais la première vague de détente s'est faite sur des bad news is good news. Et ensuite, fin de semaine dernière, la Chine, ces rumeurs de politique zéro Covid possiblement assouplie, démentie au cours du week-end. Pour autant, un marché chinois qui n'a pas rendu ses gains ce matin. Et donc, on voit toutes ces valeurs de cyclique, croissance aussi, le luxe en Europe, par exemple, qui a bien aimé ça. Et donc, il me semble quand même qu'on arrive maintenant un petit peu au bout de cette phase où bad news is good news et espoir que les banques centrales deviennent plus accommodantes. Finalement, le communiqué de Jérôme Powell, enfin, le communiqué de la Fed, il y avait quelques éléments un peu plus souples quand même dans ce communiqué. Très clairement. Et Jérôme Powell a ensuite eu des propos qui ont moyennement plu au marché, mais le communiqué était quand même moins agressif que le précédent. Ouais. Donc ça, il semble quand même que dans le rebond qu'on est sur les marchés américains, les marchés européens, soit quand même déjà pas mal consommé. C'est-à-dire cet effet attente de quelque chose par rapport à la Fed, c'est consommé, bad news, good news, c'est un peu consommé aussi, et parce que face à ça, on a quoi ? On a de la macro qui est même pas géniale. On a vu ce matin encore en Chine, on attendait un rebond des exportations en octobre, c'est une baisse d'exportations. Des plus 4, on est à moins 0,7 je crois, et pareil pour les importations, elles se tassent également, donc ça donne quoi ? Ça donne un tableau de la Chine
domestique qui reste faible via les importations et les exportations qui ne rebondissent pas, ça donne un tableau d'ensemble de l'économie mondiale qui est toujours sous pression. Et il me semble qu'à un moment donné, pour que les indices aillent plus haut, il va falloir qu'il y ait des vrais boosters. C'est-à-dire que soit les perspectives de bénéfices des entreprises accélèrent à nouveau à la hausse, ce n'est pas le cas pour l'instant, que la macro s'améliore à nouveau, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou que, et on verra jeudi, que l'inflation américaine, d'un seul coup, commence à marquer des paliers à la baisse qui soient assez significatifs. Sinon, le risque, et c'est ce qu'on va voir sur les graphiques, c'est qu'on commence à arriver un peu au plateau de ce rebond et qu'on a à nouveau des oscillations. Je pense quand même que les supports sont là pour tenir. Ils sont assez costauds, mais des oscillations où le marché n'est plus réellement de carburant pour aller beaucoup plus haut. Quand on regarde alors, le graphique du CAC 40 sur une période hebdomadaire que vous nous proposez, Alexandre, effectivement, on voit bien ce rallye d'une dizaine de pourcents là, sur la fin du graphique, effectivement. À quel type de résistance technique on se heurte aujourd'hui? Alors, déjà, on va voir l'aspect support. C'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire que ces niveaux de support, ça fait des semaines, même des mois qu'on les a mis en place. Et on disait, voilà, ces zones, il y a peu de chances que le marché s'engouffre durablement dessous parce que c'était déjà des gros niveaux techniques, parce que les multiples sont quand même pas mal étendus, parce que le marché a encaissé beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc ces trois zones, en fait, qui convergent dans un espace de 5006-5008 à droite, c'est vraiment le socle. Et je pense qu'il y a de bonnes chances. Et ça, c'est un vrai gros point bas. Ça y ressemble. À ce stade. Pour casser, pour moi, ce qu'on disait il y a 15 jours, il faut qu'il y ait un truc qu'on n'ait pas vu arriver, un black swan, quelque chose qui perturbe tout le monde beaucoup plus que ce n'est le cas jusqu'à présent. Et donc, là, on a rebondi par rapport à ça. C'est notre scénario de plutôt jouer le rebond que les ventes il y a déjà quelques jours. Maintenant, on commence. Alors, on va voir sur le graphique suivant, qui est un peu plus court terme, qu'on a commencé à franchir les 6004. Et on voit que 6004, c'est la zone, le point haut de septembre, avant la grosse rechute que vous avez testée sous les 5007. On a repris ça en ligne droite, quasiment, enfin ligne droite. Assez rapidement. On voit aussi qu'il y a un niveau technique de résistance, des niveaux de Mars, des niveaux de doute qu'on commence à voir maintenant. Et puis il y a aussi la perspective du niveau doute, le sommet de doute avant Jackson Hole et que Jérôme Powell calme un peu tout le monde. Il me semble que vous voyez, la convergence de l'oblique plus des niveaux horizontaux à 6006, cette zone de 200 points va être dure, selon moi, à franchir d'un coup. Que le marché cherche à challenger un peu à court terme possible, mais je serai plus neutre à court terme. Autant il y a 15 jours, je pensais qu'il fallait plutôt jouer les accélérations. Autant là, je pense qu'il y a un risque-reward à la hausse, donc une espérance de gain par rapport au risque-prix qui n'est pas forcément génial à la hausse. Et j'ai l'impression qu'on a plus le risque, dans un contexte macro qui est assez moyen toujours, d'avoir des sortes de reflux, en fait, que ce ne soit pas des cracks non plus, mais des reflux où, par exemple, un CAC pourrait revisiter des zones, l'oblique inférieure, support, des zones à 6003, je pense qu'on peut la revisiter, et passer encore un petit peu en dessous, vous voyez. Donc, ce que je surveille actuellement, c'est moins des signaux d'achat. Si en revanche on tombe sous les zones de 6004, 6350 dans les heures qui viennent, je pense qu'il peut y avoir un appel d'air à la baisse facilement de 200 à 300 points, voilà. Ce qui est intéressant, parce qu'on a tous en tête la séquence estivale, qui a été une forme de répétition du pivot espéré de la Réserve fédérale américaine. Bon, le CAC avait repris autour de 10%, enfin les indices européens avaient repris autour de 10%, mais le Nasdaq, pendant cette période-là, avait repris 20% et plus. Et ça avait sans doute marqué les esprits du côté de la Réserve fédérale américaine, laissant entendre que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir à ce stade du resserrement monétaire. Attention à ne pas répéter ce genre d'erreur d'une certaine manière. Oui, la Fed pilote. Elle pilote vraiment. On le voit d'ailleurs. On le voit dans sa façon de communiquer en fonction des mouvements de marché. Quand effectivement les marchés sont beaucoup trop optimistes, que la volatilité retombe trop vite et que l'indice rebondisse trop fortement et que les taux finalement commencent à repartir aussi un peu. Donc ça, c'est assouplissement des conditions financières. Ça veut dire du coup que les conditions de crédit vont être à nouveau un petit peu moins chères à un moment donné. Et ça, c'est pas ce que la Fed actuellement. La Fed veut pas un durcissement excessif. On a eu plusieurs membres, certes des colombes, le dire, et même Jérôme Powell a parlé des effets retard dans la politique monétaire dont il faut tenir compte, donc pour ne pas aller trop loin non plus. Mais il ne veut pas non plus que ça bascule du versant trop accommodant, conditions trop souples. Et donc, c'est ce pilotage auquel on va devoir s'habituer, je pense, encore pendant plusieurs mois, qui fait que, selon moi, on va éviter des cracks, mais qu'il n'y a pas de quoi voir des indices reprendre 15% en ligne droite. Voilà. Et la conférence de presse, la semaine dernière, faisait part de ces éléments-là. Il y avait des choses pour les haussiers, des choses pour les baissiers. Justement, c'est cet affrontement qui fait que les marchés, finalement, ont d'abord grimpé à la première partie de la conf, et puis ensuite ont lâché. Mais je pense qu'il y a peu de chances d'avoir à nouveau des cracks devant 30%. Donc, si après on passe sur les indices, on va voir le Dow Jones par exemple, pour analyser ça. Sur la partie américaine. Voilà, on voit que la vol aux États-Unis, la volatilité, elle est aux alentours de 25. Donc, pour donner quelques niveaux qu'on connaît quasiment tous, en dessous de 20, c'est quand ça commence à aller beaucoup mieux. Au-dessus de 30, c'est quand on commence à stresser un peu plus. Entre 20 et 30, c'est une zone médiane, mixte,
typiquement ce que la Fed finalement veut. Elle ne veut pas une volatilité excessive, en Europe non plus d'ailleurs. On a entendu des membres de la BCE, Villeroy, parler d'éviter le stress sur les marchés, mais on ne veut pas non plus une volatilité trop faible qui rend les conditions trop souples. Voilà. C'est-à-dire qu'il a besoin dans son discours, à travers son discours, Jérôme Powell, maintenir des conditions financières, les conditions de marché suffisamment restrictives pour espérer que la politique monétaire n'ait pas besoin d'aller au-delà du nécessaire en matière de restrictions. Oui, parce que c'est un équilibre. Et la politique a ses effets quand même sur l'économie. C'est vrai que le troisième trimestre, il va être, je ne dis pas en trompe-l'œil parce que c'est une réalité, il y a eu un beau rebond de la croissance au troisième trimestre, mais les datas court terme, les chiffres avancés là, du troisième trimestre, octobre notamment, on voit quand même que ça ralentit. Sur l'immobilier, ça ralentit. Sur l'activité, ça ralentit. On a vu les PMI récemment, services et manufacturiers, ils sont en dessous de 50. Ça ralentit. Donc, ça, il faut s'en tenir compte dans les perspectives des entreprises. Anecdote, on a vu que Apple aussi commençait à être un peu plus prudent maintenant, après ses résultats. Bon, moi, je pense qu'effectivement, si on prend le Dow Jones, on voit qu'on arrive aussi à deux niveaux importants. On voit en fait une oblique qui prend tous les sommets. Il y a le sommet post-Covid, et puis il y a des points hauts intermédiaires. Et on relie ces points hauts, donc on est revenu au contact de ça. Habituellement, ce genre de signaux, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on tape plusieurs fois, puis on revient. C'est-à-dire qu'une résilience, on a envie de passer au-dessus. Moi, je dirais oui, tentons ça, tentons la cassure, si y avait autre chose pour soutenir. Le rallye, on en parlait, il s'est fait sur des choses qui sont des choses d'anticipation de marché. Et la Fed ne veut pas que ça aille trop vite de ce côté-là. Ouais. Donc, à mon avis, je pense que ces zones médianes, d'ailleurs, entre le point haut et le point bas, des zones un peu médianes, je pense que cette zone est 30 2005, même si on le dépassait un petit peu à court terme, qu'on cassait un peu le FIBO 23,6, etc., je ne verrai pas le rallye repartir. Donc, je serai un peu prudent sur la hausse à court terme. Et de la même manière que pour le CAC, si on commence à avoir, par exemple, un Dow Jones qui repart dans les heures qui viennent sous 32 000, qui lâchait 1,5-2%, je pense qu'on aurait quand même un reflux. Et un reflux un peu marqué, entre 500 et 1000 points très probablement. Donc je serais plutôt associé ce genre de scénario-là que la hausse pour l'instant. Ce sera intéressant de voir la réaction de marché à la publication de l'inflation américaine ce jeudi. Oui. On attend des chiffres encore élevés, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on verra quand même s'il y a des indices, une accumulation de faisceaux d'indices qui permettrait au marché de regarder, d'avoir une lecture peut-être positive, en dynamique en tout cas de l'inflation américaine. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a les deux inflations, vous l'avez dit, il y a l'inflation core quand on a plus de 6%, donc hors alimentation, hors énergie, puis l'inflation globale, headline, qui est à 8%. Oui, 8,2 la fois d'avant. Ouais. Donc ça, si on passe de 8,2 à 8, je pense que c'est en partie déjà dans ces prix-là, ou alors... À la marge, il pourrait y avoir encore un petit rebond, mais les bad news is good news, on ne peut pas être tout à l'heure. Toutes ces datas macro qui allaient dans le sens de la baisse ou autre, plus des indices de prix, des composantes de prix qui partaient un peu à la baisse, c'est déjà l'anticipation d'une inflation finalement qui baisse quand même aux États-Unis depuis 3 mois, mais qui baisse très lentement. En séquentiel, très lentement. Oui, bad news is good news, ça vaut si on a un moment et le plus vite possible une vraie baisse de la pression inflationniste constatée aux États-Unis. Pour casser cette oblique, en tout cas aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire aller chercher les 34 000, 35 000 assez vite, il faudrait qu'on ait un palier assez monumental. C'est-à-dire qu'on passe en gros d'une inflation à 8,2 la fois d'avant, à par exemple à 7%, le marché attend un 8. Voilà, ce genre de truc, un énorme delta par rapport au consensus à la baisse. Là, effectivement, les taux US partiraient à la baisse et on aurait un gros mouvement de hausse. Mais c'est pas ce qui semble plus probable pour jeudi. Qu'est-ce qu'on peut dire du court terme, là, si on prend le Dow Jones, toujours comme référence? On voit bien cet oblique, donc un oblique qui descend, qui est zone un peu de résistance. Et on voit aussi l'oblique, donc qui était un peu une oblique support pendant quelques temps avant que ça casse à la baisse. Et en fait, on voit que c'est pas un triangle parce qu'on est sorti par le bas, mais c'est quand même une convergence de niveau. Et donc, c'est une zone dans laquelle le marché va devoir se décider. Donc, c'est une zone de posture d'attente pour l'instant. Et ce qu'on va surveiller, c'est est-ce qu'il arrive à retaper les 33 000 et accélérer. Moi, je ne crois pas à 3 scénarios. Et s'il y va, je pense qu'il faut être prudent sur l'accélération. Attention au bull trap ou un mouvement un peu aussi à court terme qui retombe. Par contre, s'il va sous 32 000 à court terme, je pense que c'est une validation que la résistance oblique en est une bonne encore à court terme, pendant plusieurs semaines probablement, et qu'on risque de refluer dans des zones qui ne soient pas les 29 ou 28, mais des zones, je pense qu'on peut retomber sur des zones de 31 000 sans être mise en danger, mais simplement des oscillations supplémentaires, une phase de consolidation qui suivrait. Donc voilà, plutôt un risque asymétrique, si on tombe sous 32 000, d'aller chercher les 31 000 assez vite. Un des facteurs clés à suivre, un des sous-jacents clés dans ces marchés à travers cette année 2022, c'est le dollar. À travers, par exemple, la parité euro-dollar. Est-ce qu'il y a le début d'un apaisement de la force continue et rapide du dollar face à l'euro, Alexandre? Je pense que oui. Parce que y a à la fois l'aspect dollar par rapport à l'inflation américaine et au delta de politique monétaire qui existait à un moment donné entre les États-Unis et le reste du monde. Ce delta s'est réduit avec la Banque d'Angleterre, ce delta s'est réduit avec la BCE, pas encore réduit avec la Banque du Japon, mais
Pour autant, on voit que cet écart se réduit. Alors, on peut dire, oui, mais attention, si l'écart se réduit, ce qui est vrai, s'il avait second trop vite ses taux, c'est récessif en euros, donc c'est baissier pour l'euro in fine. Sauf que le marché est toujours dans une fonction d'anticipation. Toute la baisse qu'on a en 2022, c'était déjà aussi l'anticipation de ça, que les taux allaient être très écartés puis se resserrer, plus la question de la balance commerciale européenne par rapport au gaz russe, etc. Ça, c'est déjà quand même beaucoup dans les prix, tout ça. On n'a pas attendu là d'avoir des niveaux à 195 pour savoir pourquoi l'euro baissait par rapport à quel facteur. Donc il me semble, et l'euro aussi, ne pas oublier, qui baisse depuis 2021. C'est pas que sur l'accélération des taux de 2022. Les taux, c'est 2022, mais l'histoire de la baisse de l'euro a commencé en 2021. Donc, il me semble qu'on a quand même accumulé beaucoup de choses et certains dans le marché, on le voit d'ailleurs sur les positions spéculatives nettes, on voit que depuis plusieurs semaines, ça rebondit quand même. Et d'ailleurs, la baisse de l'euro s'est arrêtée depuis quelques semaines. Donc moi, je n'irai pas trop du côté négatif sur l'euro. Il a déjà beaucoup baissé. On sait que la BCE est inconfortable avec un euro sous la parité en gros. On a plusieurs messages qui sont dans ce sens-là, indiquant que ça alimentait l'inflation. Donc on sait ce que ça veut dire, même si on ne vise pas un niveau aussi au niveau de la BCE, quand on dit qu'un euro trop faible alimente l'inflation, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit beaucoup plus faible que ça. Donc je pense qu'on peut batailler quelques temps. Au niveau de la parité, je vous ai mis deux niveaux en fait. Le niveau en dessous, c'est l'oblique qui passe par des creux de 2015-2017. On voit, alors si on zoome, on voit que ce niveau a été respecté en support, puis ensuite en résistance. Donc c'est un niveau avec lequel je pense que le marché va jouer quelques temps. Mais on peut rester là-dessus pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on vise les 1,05. Mais ça, c'est un scénario de plusieurs semaines. C'est un graphique dézoomé en plusieurs semaines. L'idée, c'est que le marché se stabilise, mette un peu de temps à se stabiliser vers la parité, et ensuite aller chercher les 1,05. Qui correspondra à un rebond de la livre un peu plus important aussi, qui correspondra à un yen qui se renforcerait aussi, donc un dollar index en fait qui commencera à plafonner un peu. De la même manière, je pense que les taux US peuvent plafonner un peu. On est à 4,7 au moment où on se parle sur le cours à 2 ans par exemple. Pour expliquer que oui, on peut aller chercher les 5, on pouvait... Mais on sent quand même que cette zone, allez, 4,5, 5,5, centrale 5... On n'est quand même pas très loin. Donc, même si on y va, c'est sûr que ça ne plaira pas au marché action. Il piquera la baisse. Ça peut faire retomber l'euro vers 0,95. Mais pour casser beaucoup plus, pour aller beaucoup, beaucoup plus bas, pour que le marché se dise, mon Dieu, 0,95, ce n'est pas un niveau, c'est pas une fair value. Il faut des choses beaucoup plus fortes qu'on n'a pas encore vues, si vous voulez. Moi, je pense qu'on a quand même vu beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas de scénario très négatif sur l'euro-dollar sous 1,95. Je pense que ça peut batailler vers la parité. Et voilà, et je pense qu'idéalement, si on veut se placer un peu long euro-dollar, ça me paraît plus judicieux que de se passer short euro-dollar sur les horizons de quelques semaines. Idéalement, pour aller chercher les 1,05. Mais je pense qu'il faut être un peu patient. C'est un peu comme les indices. Ils vont atterrir avec un peu d'inertie. L'euro-dollar peut mettre aussi un peu de temps, un peu d'inertie avant de repartir. On comprend à travers ces graphiques les différents sous-jacents que vous nous avez montrés, Alexandre. On atteint quand même des niveaux importants à la baisse, en l'occurrence. Et effectivement, il faudrait des game changers, des nouveautés dans le scénario sans doute pour aller beaucoup plus bas. Et donc, l'idée est peut-être celle effectivement d'une reconstruction sur ces niveaux déjà atteints. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. IG avec nous chaque lundi en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse. Venons-en aux aspects macroéconomiques américains et politiques, puisque c'est une semaine d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Revenons d'abord sur la macro, si vous le voulez bien, et notamment sur ces chiffres d'emploi américains publiés ce vendredi. 261 000 au global pour les payrolls. Évidemment, c'est un chiffre dans l'absolu qui reste un bon chiffre. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter quand même sur la dynamique du marché du travail américain derrière ce chiffre global qui retient l'attention? Alors tout à fait. Donc premier point, c'est que le marché de l'emploi reste résilient, mais mois après mois, on voit quand même une décélération graduelle du momentum sur le marché de l'emploi. J'attirais l'attention notamment sur les emplois dans les services, et en particulier dans les loisirs et l'hospitalité, où on voit une décélération dans les nouvelles embauches dans ce secteur-là, ce qui semblerait confirmer la vue que voilà, il y a un certain épuisement de la consommation dans les services après le fort rebond qu'on a vu en début d'année. Par exemple, si on regarde les emplois dans les restaurants, on était à seulement plus 6 000 le mois dernier. On voit qu'il y a un tassement de l'emploi dans les restaurants ces trois derniers mois. Donc ça, c'est pour l'emploi dans les services. Deuxième chose, d'un point de vue plus macro, on a quand même un tassement du taux de chômage qui remonte donc à 3,7%. Or, les États-Unis
l'économie et le marché de l'emploi, c'est un peu comme un vélo. Quand le vélo commence à stagner, c'est là où ça tombe. Or, la moyenne 12 mois du taux de chômage est aux alentours de 3,7. Le taux de chômage donc est à 3,7. C'est une zone un peu quelque part de danger, ou en tout cas de transition pour l'économie américaine si ce taux de chômage devait continuer à potentiellement monter dans les prochains mois, mais ce qui est assez probable, puisque ça correspond aussi avec une économie qui glisse doucement vers une récession qui a l'air inéluctable potentiellement en première moitié de l'année. Petit point d'analyse statistique d'ailleurs, Thomas, parce que le taux de chômage américain dans ce rapport mensuel, il est dérivé de l'enquête qui est réalisée auprès des ménages. Et les payrolls, tels qu'on les commente, 261 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, lui, est issu de l'enquête qui est réalisée auprès des employeurs. Dans l'enquête des ménages, les ménages ont la perception plutôt d'emplois qui sont détruits au cours du mois d'octobre, à un rythme de plus de 300 000 même, je crois, Thomas. Comment on explique cette divergence et qu'est-ce que ça peut dire d'un point de vue statistique aujourd'hui? Il y a en effet une divergence entre les deux enquêtes, l'enquête des ménages et l'enquête des entreprises. Il y a une divergence à peu près depuis 6 mois. Alors, l'enquête des ménages publie aussi un chiffre. L'enquête des ménages a une méthodologie qui est propre, mais elle peut aussi corriger de ces biais. Et on montre, en fait, même corriger des biais statistiques de cette enquête, il y aurait potentiellement une destruction d'emplois. Même si cette enquête est beaucoup plus volatile statistiquement, donc il faut regarder sur plusieurs mois. Donc, en effet, il y avait un signal beaucoup plus rouge dans l'enquête des ménages que dans l'enquête des entreprises. Il faudra un peu plus de temps pour complètement valider cette détérioration qu'on voit dans le marché, chez les ménages, mais pas dans les entreprises. Du point de vue de la dernière communication de la Réserve fédérale américaine, Thomas, qu'est-ce qui vous marque le plus? Est-ce que c'est la partie dovish du statement qui apparaît alors qu'elle n'apparaissait pas les mois précédents, avec l'idée que la Fed va quand même évaluer désormais le cumul du choc monétaire qui a été infligé jusqu'à présent en surveillant les développements économiques et financiers? Ça a été écrit dans le communiqué de la Fed. Ou est-ce que vous retenez la contrepartie au quiche qui était dans la conférence de presse de Jérôme Powell, l'idée, selon le président de la Fed, que, attention, peut-être que les hausses de taux, vont se réduire en intensité, mais peut-être que le chemin pour arriver au taux d'arrivée, au point d'arrivée, sera peut-être un peu plus long. Qu'est-ce qui retient le plus votre attention, Thomas? Alors, je retiendrai plutôt le fait que le taux terminal va être révisé à la hausse au mois de décembre. Donc, pour rappel, le taux terminal pour la Fed, donc le taux auquel la Fed s'arrêterait, est estimé à 4,6% d'après les projections du mois de septembre. Donc, il y aura de nouvelles projections au mois de décembre. Donc, la Fed nous indique qu'elle va aller au-delà de 4,6%. Le marché monétaire, en ce moment, price environ 5%, un taux terminal à 5%. Mais voilà, il y a quand même une incertitude sur cette fin. Est-ce que la Fed va vraiment s'arrêter à 5%? Et là, Jérôme Powell a quand même laissé toutes les portes ouvertes, et potentiellement la porte ouverte à ce que ça aille au-delà de 5%. Donc c'est là ce que je retiendrai. On a un Jérôme Powell qui reste inquiet par rapport à l'inflation. Donc l'inflation est à son goût encore trop élevé. Or, on aura justement des chiffres d'inflation cette semaine qui risquent, à mon avis, de garder les niveaux d'anxiété de la Fed assez élevés. Et deuxième chose, j'insisterai aussi sur ça, Jérôme Powell veut monter les taux d'intérêt potentiellement au-delà des niveaux attendus d'inflation par les consommateurs. Or, les consommateurs, d'après l'enquête Michigan, s'attendent à une inflation d'autour de 5%. Et on semble en fait aller vers une Fed qui veut monter les taux potentiellement au-delà des attentes des consommateurs, et donc potentiellement vers les 5%, voire même un peu plus. Donc ça, c'est les deux aspects que je retiendrai. Bon, on suivra effectivement une prochaine réunion de la Fed, donc mois de décembre, dans quelques semaines, 13 et 14 décembre de mémoire, pour le prochain FOMC décisif de la Banque centrale américaine. Entre-temps, nous aurons eu les résultats des élections de mi-mandat, évidemment, Thomas. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure un changement éventuel de majorité dans l'une ou l'autre des chambres, voire dans les deux, pourrait avoir un impact peut-être sur les décisions à suivre de la Réserve fédérale américaine. Avant cela, Thomas, à quel type de scénario le marché s'est préparé aujourd'hui en termes de résultats attendus de ces élections de mi-mandat? Oui, alors le scénario, j'ai envie de dire un peu consensus maintenant, c'est les républicains qui gagnent la majorité à la Chambre
et aussi potentiellement de quelques sièges au Sénat. Je pense que maintenant, ça, c'est le scénario qui fait consensus. Le scénario de risque pour les marchés, ce serait que tout d'un coup, soudainement, surprise, les démocrates fassent mieux qu'attendu et gardent leur majorité à la Chambre et au Sénat. Je pense que ce serait ça le scénario de risque. Ça, c'est assez peu probable étant donné les sondages ces derniers temps. Mais voilà. Deuxième chose, je pense que ce que les marchés vont regarder, c'est est-ce qu'on a les résultats à temps. Il y a quand même un certain flou sur est-ce qu'on aura ces résultats à temps. Il y a quand même des doutes. Voilà, on sait que certains républicains mettent l'accent sur le fait qu'il faudra potentiellement recompter les résultats. Il y a des doutes sur la fiabilité de ces résultats. Donc on risque aussi d'aller sur un scénario comme on avait vu pendant les élections présidentielles il y a 2 ans, ou du comptage et du recomptage. Et ça ne serait pas forcément bon, à mon avis, pour les marchés financiers. Donc ça sera un autre élément aussi à regarder. Est-ce qu'on a les résultats à temps ou pas? Bon, et dans le scénario consensuel où les Républicains pourraient reprendre la majorité dans les 2 chambres, Sénat et représentants, Thomas, sur quel type de dossier est-ce que une éventuelle influence républicaine pourrait se faire sentir le plus ? Alors, il y aura vraiment deux choses à regarder. Alors, d'un côté, la politique étrangère, notamment la question du support à l'Ukraine. On sait que certains républicains veulent discuter de ce soutien américain à l'Ukraine. Deuxième plan, sur le plan budgétaire domestique, il y aura des échéances, notamment des échéances liées au plafond de la dette qu'on aura début 2023. Or, certains républicains ont mentionné qu'ils allaient négocier très fermement avec Joe Biden pour faire potentiellement baisser les dépenses de l'État, ou en tout cas un peu plus d'austérité gouvernementale. Et donc, cette deadline risque d'être fortement politisée. Donc, on risque de voir quand même un peu plus de tension à Washington si, en effet, il y a une forte majorité républicaine, étant donné les commentaires de certains républicains, y compris Kevin McCarthy récemment. Donc, voilà, on a quand même une tension et une polarisation très forte et une tension très forte politique à Washington. Et donc, il faudra regarder de très près ces deadlines budgétaires et aussi le plafond de la dette qui risquent potentiellement d'être instrumentalisés. Voilà pour la séquence américaine des prochains jours. Demain, donc, jour d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Résultats à suivre. On verra quand est-ce que les résultats pourront être publiés avec le maximum de fiabilité. Et puis, l'inflation américaine pour le mois d'octobre, qui sera l'un des chiffres de la semaine, publié ce jeudi à 14h30, puisque je crois qu'on a retrouvé effectivement un décalage normal avec la côte est des États-Unis. Les États-Unis sont à leur tour passés à l'heure d'hiver. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Koster, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.